Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir pour ce Investir Day où j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Patrick Pouyanné. Patrick, bonjour. Bonjour David. Vous avez rejoint Total en 1997, vous avez pris la tête du groupe en 2014, c'était Total. Aujourd'hui, c'est un groupe qui s'appelle Total Energy, un groupe qui a changé de nom, la stratégie évolue et c'est de ça dont nous allons parler. Nous avons devant nous pratiquement une heure avec 40 minutes d'interview que je vais mener et ensuite des questions que nous avons reçues de la part des internautes. Avant de parler spécifiquement de Total, peut-être deux questions d'actualité. Vous êtes un acteur majeur de l'énergie. Aujourd'hui, on a l'impression que les prix explosent, que les prix flambent, le gaz est à des prix très très élevés, l'électricité coûte de plus en plus cher, le pétrole aussi a oublié la crise et est remonté. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché de l'énergie? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça vous inquiète? Comment est-ce que vous voyez cette évolution du prix de l'énergie? Bon, d'abord, c'est pas une très bonne nouvelle, parce que quand les prix montent, les clients réagissent. Et donc, nous, on cherche quand même notre marché, c'est de développer l'énergie. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle, même si, évidemment, pour l'entreprise, c'est plus facile quand les prix sont plus élevés que comme quand l'année dernière, quand ils étaient très bas. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le point que, à travers votre description, c'est d'abord, on voit que toutes les énergies sont relayées. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut avoir gardé en tête. Même s'il y a des fondamentaux qui sont un peu différents. Si on parle du pétrole, en fait, je pense que ce à quoi on fait face, c'est quelque part le résultat, d'abord d'une gestion du marché par les pays de l'OPEP+, y compris la Russie, qui a été relativement disciplinée après un mois de mars-avril 2020 catastrophique où la production montait quand la demande s'écroulait. Là, ils n'ont pas rouvert le robinet. Ils ont repris l'affaire en main et donc une gestion de l'offre, je dirais, raisonnable et une demande qui est quand même repartie, avec encore une demande qui n'est pas complètement revenue. La demande de jet fuel pour les avions, il manque encore à peu près 2-3 millions de barils par jour qu'il va falloir trouver. Et puis ça, et puis en plus donc une demande qui remonte, et puis quelque part un manque d'investissement dans le secteur pétrolier, je dirais depuis 2015, quand les prix sont effondrés. Ça avait été gommé par le pétrole de schiste américain dans les années 17-18. Aujourd'hui, à un moment où les indépendants américains investissent moins, on a une offre qui a du mal à remonter. Donc, je pense que sur le côté pétrolier, qu'il y a quand même un sous-jacent un peu structurel. Est-ce que vous pensez qu'on va se stabiliser autour des 80-100 $ ou vous pensez que ça risque de... Ça peut descendre, ça peut monter. Je veux dire, il était quand même, je vous rappelle, à moins de 40 $ il y a à peine une année. Il est aujourd'hui à 80. Donc moi, depuis que je suis PDG de cette entreprise, je suis très prudent. J'entends les gens disent qu'il va monter, certains disent même qu'il peut repasser au-dessus de 100 $, mais bon, vous savez, une 5e, une 6e vague où malheureusement pourrait heurter l'économie mondiale et on peut le voir rebaisser. Donc il est malheureusement volatile, même si en ce moment il est volatile vers le haut et encore une fois il y a des choses structurelles. Alors le gaz dont vous avez parlé, lui c'est différent. Je pense que le gaz est une énergie dont la demande croît, notamment la demande de gaz naturel liquéfié. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pays d'Asie qui cherchent à décarboner, même s'ils utilisent encore beaucoup de charbon, ils vont vers le gaz. Et le gaz c'est quand même moins de carbone que le charbon. Ouais. Beaucoup moins, c'est 2 fois moins, il faut l'avoir en tête, d'où le fait qu'on dit que c'est une énergie de transition, même si c'est contesté, mais en fait, le gaz intervient donc c'est lié à l'électricité, la demande d'électricité. Ce qui s'est passé cette année, ça vient de la Chine d'abord. La Chine, il se trouve qu'en Chine, cette année, et ailleurs dans le monde, il y a eu pas mal de sécheresse, donc très peu de génération d'hydroélectricité, en Chine, au Brésil. Il y a eu également des productions de charbon qui était forte en Chine, mais ils ont arrêté d'importer du charbon d'Australie pour des raisons de géopolitique. Et ils se sont retrouvés, la Chine s'est retrouvée confrontée à un déficit d'électricité. Il y a eu des unités, et le substitut, pour régler tout ça, c'est le gaz. Ouais. Donc la Chine a fortement fait un appel très fort aux importations de gaz naturel liquéfié. Le fameux gaz naturel liquéfié américain que Donald Trump promettait aux Européens est parti en Chine. Les prix, comme ils en avaient vraiment besoin, les prix en Asie ont vraiment flambé. Et là, on est sur et on les a vus passer, multipliés par 3 ou 4. Et là, comme c'est des marchés interconnectés, et que l'Europe, puisqu'on parle de l'Europe, si on vient chez nous, on est dépendant des importations, on est déficitaire en gaz, on est déficitaire en énergie de façon générale, eh bien on se retrouve happé par ce marché mondial, donc les prix montent en Europe. Et l'électricité en subit les conséquences, puisque comment marche le système électrique européen? On commence d'abord à utiliser nos énergies renouvelables. On a souffert en Europe d'un manque de vent, en Allemagne, en Angleterre, cet été. On déclenche après le nucléaire et l'hydroélectricité, puisque c'est le coût. Et puis, on va chercher, quand on a besoin, le gaz. La pointe, c'est le gaz. Et le gaz, et le prix est égal au coût marginal. On apprend ça à l'école en économie. Et voilà, il se passe que le prix du gaz. Donc, c'est la demande chinoise forte qui influence les prix de l'électricité européens. C'est ça le mécanique qui s'est passé.
Après, on peut dire c'est la Russie. Non, la Russie n'a pas eu grand-chose à voir dans cette affaire. Les fondamentaux. Alors, là-dedans, dans ce que je viens de décrire, il y a des choses qui sont très conjoncturelles. Je veux dire, la sécheresse, l'hydroélectricité, le manque de vent. Ça veut dire d'ailleurs, au passage, que plus on met d'énergie renouvelable dans un mix énergétique, plus on va dépendre justement du climat. Et donc, il y a une incertitude. Et c'est là que le gaz intervient, parce que le gaz, c'est finalement c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie de transition, c'est le bon complément à des énergies renouvelables intermittentes. Le nucléaire pourrait l'être, mais il se trouve qu'il a les capacités nucléaires, vous n'allez pas les augmenter comme cela facilement. Alors que le gaz, c'est de la pointe rapide. Alors que le gaz, c'est de la pointe rapide. Démarrer une centrale à gaz, ça se fait quasiment dans l'heure, on le décide et on les monte. Ouais, voilà. vous dites qu'il y a du conjoncturel, mais là aussi, il y a une demande forte qui monte. Là, c'est pas le manque d'offres pour l'affaire, pour le coup, c'est le fait qu'encore une fois, ce qu'on observe dans le marché du gaz naturel liquéfié, où nous sommes les numéros 2 mondial, c'est que depuis maintenant 2015, ce marché croît de 10% par an, tiré très largement par la Chine, par l'Asie. C'est-à-dire Chine, Corée, le Japon, c'était historique, Vietnam, Inde maintenant. Encore une fois, parce que c'est un substitut au charbon. Donc plus on leur demande à ces pays, et la COP26, de sortir du charbon, ou de réduire le charbon, un des substituts, c'est les énergies renouvelables, mais pour eux, c'est du gaz, parce que quand même, à la fin, il faut fournir une électricité fiable. C'est ce que veulent tous les clients du monde. Donc, il y a là un fondamental de tirer la demande, mais je pense que la partie conjoncturelle, climatique, pourrait... Alors, à la fois, c'est pour ça qu'il y a une incertitude aujourd'hui. S'il fait très froid cet hiver, quand les prix étaient hauts l'été, ça peut continuer à flamber. Si, par contre, on retrouve un régime plus normal de pluie et de vent, on peut espérer. Et puis, je pense que ce qui s'est passé sur, je vous disais, le charbon chinois, d'ailleurs, les Chinois ont décidé de réimporter du charbon australien. Et donc, je pense que ce problème qu'il y a eu dans le système pourrait se détendre. Voilà. On verra après quelles conséquences tout ça peut avoir à court, mais surtout à long terme pour Total Energy. Deuxième question d'actualité, on sort de la COP26. En tant qu'énergéticien, quelles leçons, si vous deviez en retenir une, ou peut-être deux, qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Qu'est-ce que vous en retenez? Il y a plusieurs leçons. D'abord, on voit que... Moi, je trouve qu'il y a eu... Je vois les gens peuvent être déçus. Moi, je trouve que je ne suis pas déçu. Je pense qu'il y a eu des progrès, malgré tout ce qu'on dit. Simplement, ce qu'on voit, c'est que les progrès, que cette transition énergétique, ça va être complexe. C'est pas du jour au lendemain. Ça va être long et cher. Ça va être long déjà. On voit que pour convaincre les pays du Sud, justement, de sortir du charbon, il faut leur trouver un substitut. Et je trouve qu'un des débats qu'il y a eu à la COP26, c'est le débat entre le Nord et le Sud, entre les pays développés qui montrent l'exemple pour nous-mêmes, et les pays du Sud qui leur disent d'accord, mais écoutez, nous on a notre priorité, c'est de sortir nos populations de la pauvreté, de nous développer. Aidez-nous, financez-nous. Et aidez-nous, c'est pas simplement des paroles, c'est mettez des dizaines, des centaines de milliards. La transition, on ne peut plus la faire. Donc, ça, premier point, je pense que c'est ça qui me frappe. La transition aura lieu, moi j'en suis convaincu, parce que je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience, mais elle va prendre du temps, ce que nous nous évertuons à dire. Après, il y a eu un certain nombre d'avancées sur le charbon, malgré tout, même si les gens disent qu'ils sont déçus. Il y a eu des avancées sur le gaz. Beaucoup ont affirmé que c'est une énergie de transition. Il y a eu la question du méthane, qui est juste essentielle, avec des engagements. En tant que producteur de gaz, je ne peux que partager tout ce qui a été énoncé. Ce qui a un peu manqué, si je puis dire, ce qui m'a un peu manqué, moi, c'est que j'ai trouvé qu'on est passé à côté de ce qui, pour moi, est un sujet essentiel, c'est la question de la demande. On fait toutes ces COP, on parle beaucoup de l'offre, offre de charbon, offre d'énergie fossile, pétrole, gaz, offre d'énergie renouvelable. Bien sûr qu'il faut construire. On dit ce qu'il faut arrêter ou ce qu'il faut... arrêter ou construire, mais en fait, et c'est ça qui est pour moi, et je vais prendre une minute pour expliquer à nos auditeurs. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle le système A, qui est fait, le système énergétique mondial. Nous vivons par des énergies fossiles. 80% du système mondial, c'est des énergies fossiles. C'est celui qui nous fait vivre tous les jours. Et on veut construire. En fait, c'est une aventure incroyable ce qu'on veut faire. On veut arrêter celui-là, mais on veut construire un système B, décarboné, à base d'énergie renouvelable, de nucléaire, de biomasse et de nouvelles énergies. On ne veut pas arrêter l'énergie. On veut en trouver une autre. Mais le problème, c'est qu'il faut... Là où en ce moment, et d'où les tensions sur les prix, c'est qu'on veut à la fois construire le système B, ce qu'il faut absolument faire, donc il faut mettre des trilliards, des dizaines, des centaines de milliards de dollars dans ces énergies nouvelles, mais en même temps, on veut arrêter le premier. Si on l'arrête trop vite, c'est-à-dire que si on arrête d'investir dans le système qui nous fait vivre, alors qu'on n'a pas encore construit le système que l'on désire, eh bien, on va avoir un problème d'adéquation de l'offre et de la demande. Et le débat qui a manqué pour moi à Glasgow, c'est que si on dit on arrête d'investir dans le pétrole et on va faire décliner l'offre de pétrole, tant qu'on n'aura pas changé les usages du pétrole, c'est-à-dire changé les modes de transport, concrètement, parce que c'est eux qui utilisent du pétrole, ou les industriels qui ont besoin de pétrole pour faire du ciment, de l'acier, etc., si on n'agit pas sur la demande,
eh bien, on va se retrouver avec un disconnect, une offre pas assez basse, et donc c'est le prix qui va régler le problème. Donc il y a quelque chose cette idée qu'il faut arrêter tout de suite d'investir dans l'énergie d'aujourd'hui, c'est pas l'énergie du passé, c'est celle qui nous fait vivre, alors qu'on n'a pas construit encore l'énergie de demain. Donc moi je pense que la décennie qui vient, c'est d'abord la grande priorité, c'est construire l'énergie de demain et trouver les moyens malgré tout d'accepter des formes d'investissement dans l'énergie d'aujourd'hui, sachant que oui, elle déclinera, mais elle ne déclinera pas par l'offre, elle déclinera parce qu'on offrira aux consommateurs des nouveaux objets comme les véhicules électriques. On sera capable de répondre à la demande. Par de la technologie, par l'innovation. Et ça, malheureusement, c'était assez absent de Glasgow. Il n'y a même eu qu'une seule coalition, celle sur les véhicules électriques, qui a appelé d'ailleurs à arrêter les véhicules à combustion en 2040. Au passage, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont signé cette coalition. L'Europe, si, mais pas... Ouais. Pas toute l'Europe. Regardez bien, notamment, il y a un pays qui l'a pas signé, c'est nous. Ouais. C'est la France. Non, mais je veux dire, c'est un sujet qui et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, au cœur de la transition, la demande, c'est plus compliqué, parce que la demande, on parle aux consommateurs, aux citoyens. Ouais, c'est le débat entre est-ce qu'on veut un monde de décroissance ou pas, quoi. C'est comme on veut. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire accepter de faire cohabiter, construire le monde nouveau. Et d'ailleurs, Total Energy, c'est pour ça que d'ailleurs Total est devenu Total Energy. Mais en même temps, il faut aussi qu'on investisse dans le présent. Alors justement, venons-en à Total Energy. Comment est-ce que Total s'adapte finalement pour ce monde qui doit changer ? C'est-à-dire l'image qu'on a de Total historiquement, c'est un géant du pétrole. Voilà. Hein. Aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de gaz, et quand je dis on le sait, peut-être que tout le monde ne le sait pas, et vous investissez de plus en plus dans d'autres énergies. Mais comment est-ce que vous pouvez être un acteur de cette transition ? Comment est-ce que vous pouvez vous adapter à ce monde qui a besoin de changer ? C'est pour ça qu'on est passé de Total à Total Energy, parce que vous l'avez dit, moi j'ai constaté que Total égale pétrole, alors Total a déjà beaucoup bougé, mais qu'on accélère, en fait, comment on fait ? Parce qu'on a décidé qu'en fait, profondément, les marchés énergétiques sont en train d'évoluer, c'est ce que je viens de décrire. La demande de demain. La demande de demain. Ouais. Donc pourquoi on ne va pas rester simplement parce qu'on est un grand du pétrole, même si c'est lui qui nous fait vivre aujourd'hui, et que cette énergie c'est celle d'aujourd'hui, d'où le fait que je dois continuer à la fournir à nos clients, on ne va pas rester les pieds dans le même sabot, dans une énergie qui déclinera, puisqu'on atteindra, moi je suis convaincu qu'on ira vers la transition, le net zéro, au rythme, on verra le rythme, et il faut qu'on investisse dans les énergies de demain. Donc on veut, en fait, tout simplement, être nous-mêmes des leaders de la transition énergétique. Et en fait, il y a quelque chose de plus profond, c'est que comme je vous l'ai décrit dans les marchés, nous sommes absolument convaincus que ces marchés sont profondément liés. Et qu'on ne peut pas être un acteur, si on veut être un acteur demain de l'électricité, il faudra être un acteur certes des renouvelables, mais aussi du gaz, mais aussi des stockages, des batteries. Et donc c'est ça qu'on apporte, c'est ça que Total Energy profondément apporte, c'est cette capacité au marché d'intégrer toutes ces énergies. C'est pour ça qu'il y a un S à énergie. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un S à énergie, parce que profondément, on veut... c'est pas une histoire de conglomérat, c'est pour faire profondément être capable de tirer le meilleur parti de marchés d'énergie qui évoluent, et c'est l'intégration qui permettra de le faire. Et d'être capable d'évoluer au même rythme que le marché. Du coup, en n'ayant pas tous les pieds dans le même sabot, ça permet aussi de diversifier peut-être les risques en fonction de l'évolution de la demande. C'est profondément ça. Alors même si une partie significative de nos investissements, dorénavant, sont dans les énergies renouvelables, parce qu'on veut construire rapidement et être un très grand producteur d'énergie renouvelable. On a annoncé qu'on voulait être un des 5 plus grands producteurs d'énergie renouvelable en 2030 au monde, et on s'en donnera les moyens. Et quand on vous regarde aujourd'hui, à quel point vous êtes encore pétrole ou déjà un peu autre chose ? Mais aujourd'hui, on est déjà un peu autre chose, puisque en fait, on a un portefeuille déjà de 10 gigawatts d'énergie renouvelable qu'on a construit. On s'apprête, en 2025, on aura 35, on a dit 100 gigawatts. C'est pas 10 gigawatts d'énergie renouvelable, sachant que nous n'avons pas d'hydroélectricité historiquement, mais on n'a que de l'éolien et du solaire. Et 35 en 2025, on sera parmi les premiers, les plus gros producteurs d'énergie renouvelable. Donc on a une ambition à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Donc on rattrape, on accélère dans le solaire, dans l'éolien à terre, dans l'éolien en mer. On a des moyens importants. On a maintenant des équipes significatives sur tous les continents. Puisqu'en fait, notre caractéristique, c'est qu'on essaye de tirer parti de notre présence mondiale dans le pétrole et dans le gaz pour se développer également des renouvelables. Et la stratégie de Total Energy, j'ai récemment signé des accords en Irak, c'est exactement ça. L'Irak, vous pouvez dire, quand Patrick Pouyanné va en Irak, il va s'occuper de pétrole. Oui. Eh ben, il y est allé pour s'occuper à la demande des autorités d'électricité. Et comment vous faites de l'électricité ? En récupérant tout le gaz qui était torché dans la région du Sud pour le traiter et pouvoir produire l'électricité, en construisant des centrales solaires, et pour financer tout ça, en développant un champ de pétrole qui finance l'électricité. Donc, et ce modèle que je viens de décrire, on veut l'appliquer dans plusieurs pays au monde, parce que finalement, les pays producteurs, les pays émergents, aussi cherchent leur voie vers la transition énergétique. Et c'est ça que nous
notre entreprise peut leur apporter. Qu'est-ce que Total a comme atout par rapport à tous ces acteurs qui s'intéressent à ce monde de la transition pour être un des leaders dans ce monde de l'énergie de demain, avec plein d'énergies différentes et plein de projets différents, hein? Je pense d'abord notre présence mondiale. On est dans beaucoup, donc on peut tirer parti. Quand vous regardez les grands concurrents qu'on appelle électriciens, ils ont plutôt des bases nationales, continentales. Ils se sont développés sur l'Atlantique. Très peu d'entre eux regardent. Or, les opportunités dans ce monde de l'électricité des renouvelables sont mondiales parce que profondément, et c'est pour ça qu'on y va, pour faire la décarbonation. L'électricité, qui représente aujourd'hui à peu près 20% de la consommation d'énergie mondiale, en représentera 40%. Donc c'est un marché qui explose. Plus d'électricité. Plus d'électricité, c'est ça le motto. Et donc on va aller chercher là où c'est. Bon, ensuite, bien évidemment, on a des moyens humains importants, des moyens financiers, il faut bien le dire. On tire parti justement de notre force pétrolière et gazière pour réinvestir très vite dans ces métiers-là. Ça veut dire que dans les années qui viennent, plutôt que de réinvestir, comme vous le faisiez historiquement tout, pour aller dans l'exploration-production du pétrole, vous allez aller de plus en plus vers des investissements on pourrait appeler la rente pétrolière ou ce qui vous retirez du pétrole dans d'autres énergies. Bien sûr. Le pétrole d'aujourd'hui finance le renouvelable de demain. Exactement, c'est exactement ça. Vous avez un schéma qui doit apparaître derrière moi. D'ailleurs, comment on investit aujourd'hui? En fait, en gros, la moitié de nos investissements, c'est seulement la moitié, mais ça paraît beaucoup, mais en fait, on ne cherche plus à croître dans le pétrole. Le nouveau Total Énergie, longtemps, vous avez entendu aux Échos, les objectifs Total, c'était quels sont les objectifs de croissance de sa production pétrolière. C'est plus ça. Maintenant, on a décidé qu'on ne croîtrait plus dans le pétrole, voire même qu'on déclinerait, puisqu'on anticipe que la demande va décliner à horizon 2030. Donc, il nous faut à peu près 6-7 milliards, je dirais, par an, pour arriver simplement à maintenir notre système. Pour maintenir renouveler la production. Une partie, mais pas Pourquoi? Parce que simplement, alors ça, c'est que les choses ont... Les auditeurs, parfois, ont du mal à le suivre, mais c'est qu'un gisement pétrolier, si on ne le fore pas chaque année, il va perdre chaque année 3 à 4% de sa production. Donc il faut investir en permanence, rien que pour stabiliser. Donc le pétrole, notre ambition, c'est stable. Par contre, le reste de nos investissements, donc à peu près la moitié dans le monde pétrolier, vous avez le gaz dont j'ai parlé, on est numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié, donc à peu près 25%, et le reste, 25%, ce qui va faire cette année plus de 3 milliards d'euros, c'est des énergies renouvelables. 25%, c'est 3 milliards. Le profil, c'est pas mal. Et je vais vous dire, quand vous regardez, on va bientôt le publier dans la recherche et développement de Total Énergie, plus de 50% aujourd'hui de notre recherche et développement est consacré aux nouvelles énergies, alors que c'était à peine 10% il y a 5 ans. Donc il y a une très forte évolution dans la transformation qu'on veut faire de Total Énergie. Et c'est la meilleure réponse que j'apporte. Et cette part des énergies renouvelables, l'électricité, parce que quand j'investis 3 milliards d'euros, comme c'est un monde où les banquiers adorent, donc on peut mettre ce qu'on appelle de l'effet de levier, en fait, nous finançons chaque année près de 6 à 7 milliards d'investissements dans cette énergie-là. Donc ça commence à être massif, et chaque année, à partir de 2022, Total va apporter près de 6 gigawatts d'énergie renouvelable, va construire des capacités de 6 gigawatts un peu partout dans le monde. Ouais. Est-ce que l'image que j'ai aussi de Total, c'est que c'est un groupe qui faisait beaucoup de très grands projets, ces énormes plateformes très impressionnantes, aller forer dans des zones incroyables, mais très compliquées. Est-ce que le monde des énergies renouvelables, c'est pas quand même aussi souvent plein de petits projets? Est-ce que vous êtes bien adapté pour passer d'un monde des méga projets à plein de petits projets? Mais ça dépend, parce que vous voyez les petits projets renouvelables en France, là où on a un problème d'espace. Ouais. Mais nous, ce qu'on voit, c'est pas tout à fait ça. Bien sûr qu'on est présent en France, mais d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est le vrai problème des renouvelables en Europe, c'est qu'en fait, l'accès à l'espace est assez limité. On ne va pas raser des forêts pour construire mais exactement. Mais quand vous construisez une centrale solaire, comme on le fait en ce moment au Qatar, de 800 mégawatts, c'est 10 km par 10 km, ça commence à ressembler à des grands projets. Il n'y a pas de forêt. Quand vous construisez des éoliennes offshore, là, c'est presque évident. Enfin, je suis convaincu que l'éolien offshore, elle est complètement transposable. Et vous verrez que les grands de l'éolien offshore seront demain, j'en suis convaincu, les pétroliers, surtout qu'on va aller vers en plus des éoliennes qui flottent, qui est un domaine qu'on maîtrise parfaitement. Et là, je peux vous dire on est en train de construire un champ d'éoliennes offshore en Écosse. C'est 3 milliards d'euros d'investissement. Ah oui. C'est pas des petits projets. Vous avez des chefs de projet et je peux vous dire, vous faites face aux mêmes difficultés. Donc, il y a des domaines des énergies renouvelables. Quand vous pensez ça en grand, c'est un peu d'ailleurs comme quand on parle du nucléaire et de la problème de construire des gros réacteurs nucléaires. Quand vous pensez en grand, la capacité de gestion de projet, dans les délais, dans les coûts, pour être rentable, peut pas faire ça. Tout le monde n'a pas ces capacités-là. Et c'est là que nous intervenons. Nous, ce qui nous intéresse profondément et ce qu'on peut apporter dans les énergies renouvelables, c'est une accélération parce qu'on est capable de gérer des très grands projets. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va rattraper le retard qu'on avait. C'est pas à coût de 20 mégawatts, c'est à coût de gigawatts. Voilà comment on est en train de construire le Total Énergie. Alors, l'autre chose qui ressortait de la COP26, c'est
ça va pas assez vite. Ça va prendre trop de temps. Vous, en tant que grand groupe de l'énergie, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution pour aider vos clients à se décarboner? Est-ce qu'il y a des solutions à échelle qui peuvent venir assez vite, ou est-ce que, par exemple, dans le transport, bien sûr. ça va prendre un temps considérable? Ça prendra du temps, encore qu'en même temps, moi, ce que je note, c'est que l'année 2020-2021, pour moi, a été vraiment les années d'accélération incroyable. Pour moi, ça restera dans l'histoire du véhicule électrique. Ouais. On est quand même passé en l'espace. Je peux vous dire que j'ai vécu l'aventure de ce qu'on appelle l'Airbus des batteries avec PSA, maintenant Stellantis, puisque Carlos Tavares m'a engagé. En 2018, vous êtes partenaire, hein? On est partenaire dans des gigafactories. On va en construire au moins 3 en Europe, une en France, une en Allemagne, sans doute une en Italie. On est parti au début. Quand on parlait de construire on parlait de 50 gigawattheures, c'est juste pour vous donner un chiffre, ça veut rien dire, mais maintenant on parle de 200. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, on a fait x4. Enfin, je veux dire, c'est pas, on change complètement d'échelle, et l'engagement des constructeurs automobiles. Donc là, il y a une vraie accélération. Donc nous, on s'y engage, on investit pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques. Voilà, première encore un autre investissement massif. Investissement massif. On investit dans des bornes de recharge rapide, parce qu'il va falloir équiper et que c'est des substituts à nos réseaux. Donc ça, c'est, voilà. Et ça, c'est à vous de le faire, c'est pas à EDF ou à l'État Vous savez, il y a un marché qui est tout neuf, il y a plusieurs acteurs qui le font. Les États doivent aider parce que c'est des infrastructures, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour accélérer le déploiement, mais il va falloir des consommateurs. Nous, on se pose la question, vous savez, on est un grand distributeur de produits pétroliers, donc moi, je me pose la question de qu'est-ce que je fais de mes stations essence. Une partie servira quand même, il faudra toujours le long des autoroutes et des routes nationales, quand vous êtes, vous, automobiliste, vous voulez prendre votre véhicule, vous voulez être certain partout que vous allez trouver de l'énergie. C'est ce que vous offrent aujourd'hui les stations-service. Donc il va falloir quand même avoir cette fonction. Après, on regarde maintenant, on a repris, on équipe des grandes villes. Alors pas toutes les petites villes, mais par exemple Paris, Bruxelles, Londres, Singapour. Vous mettez des bornes. C'est nous qui avons les concessions de ces grandes villes européennes et même Singapour maintenant. Et donc on a décidé de se positionner sur ce marché-là. Voilà. Après, on va travailler sur quoi d'autre? On vient d'annoncer une coopération avec Daimler sur l'hydrogène pour les camions. Autre exemple, là, on va travailler. On a annoncé récemment une coopération avec Safran pour développer ce qu'on appelle des SAF, des biocarburants durables, des carburants durables pour les avions, pour les moteurs d'avion. Donc voilà, donc en fait, on travaille beaucoup avec nos clients pour faire évoluer les transports, sachant que c'est eux qui décident comment on fait un avion, c'est pas moi. Mais la demande dont vous parlez. Nous, on leur apporte, c'est la demande. Et puis après, on va travailler également on travaille avec des gens comme Mittal sur comment est-ce qu'on pourra décarboner demain des aciéries. Et là, on tombe sur des technologies de capture de carbone, de stockage de carbone, ou bien d'hydrogène d'ailleurs également, qui est une autre façon. Donc on s'engage avec les clients parce que c'est ça qu'on peut aussi apporter dans cet écosystème. Quelques mots peut-être sur justement l'hydrogène. Est-ce que vous voyez ça à quel horizon? Et est-ce que c'est un sujet sur lequel vous vous dites que Total Energy doit investir massivement? Vous dites on peut pas tout faire à la fois. Donc priorité aujourd'hui, véhicules électriques, construction de batteries Stellantis, ou est-ce que vous voulez quand même aller dans l'hydrogène? Non, mais on ira dans l'hydrogène si ça devient... D'abord, l'hydrogène, pour nous, il se trouve que... l'hydrogène, c'est pas un gros marché aujourd'hui. Les raffineurs utilisent... C'est un petit marché, l'hydrogène. C'est les raffineries, en gros, qui utilisent l'hydrogène, puisqu'on utilise l'hydrogène pour faire plus de volume avec nos produits. Et puis, c'est les engrais, en gros. C'est ça, les deux grands marchés. Donc, déjà, on utilise de l'hydrogène. Donc, première étape dans les 10 prochaines années, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va décarboner tout l'hydrogène qu'on utilise. Donc on va commencer à... Un hydrogène un peu plus propre. Un hydrogène plus propre, soit à partir de gaz, avec du capture de carbone, soit à partir d'électrolyse de l'eau et d'énergie renouvelable. Et donc ça, c'est ce qu'on veut faire dans les 10 années. Après, ce qui va surtout nous intéresser, nous, pour ça qu'on collabore avec Daimler, c'est si tout d'un coup, l'hydrogène devient un carburant pour le transport. Parce que là, on parle de masse. En fait, notre caractéristique à nous, c'est qu'on est profondément un producteur d'énergie, en gros, quoi. Et là... il est possible, moi je suis assez convaincu que l'hydrogène pour le transport de marchandises à grande distance routière... C'est plutôt pour les camions que pour les voitures. Ouais, pour les flottes, je pense que pour les véhicules légers, honnêtement, le jeu est un peu joué avec le véhicule électrique. Peut-être que je me trompe, mais je pense par contre, les flottes de camions, et là, si tel est le cas, on se positionnera bien sûr, parce que finalement, pour produire de l'hydrogène, demain matin, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors ça, c'est plutôt, à mon avis, les horizons 30-35 pour les camions. Il faudra soit vous prenez du gaz et vous captez le carbone, ça on connaît le gaz, on connaît la capture du carbone et on sait le stocker, soit en fait vous prenez des énergies renouvelables, des éoliennes, du solaire, et vous allez électrolyser l'eau. Mais on va maîtriser complètement les énergies renouvelables puisque c'est un de nos pieds, et donc on se voit assez bien si le marché de l'hydrogène décolle de façon massive, on se voit, oui, demain matin comme un producteur massif d'hydrogène.
Et sur le pétrole, le fait que la voiture électrique peut-être démarre peut-être un peu plus rapidement que prévu, est-ce que le corollaire de ça veut dire que le pétrole, dans des zones comme l'Europe, l'essence va chuter plus rapidement que prévu? Est-ce que, ça vous inquiète un peu? Non, ça m'inquiète pas. C'est pour ça encore une fois, qu'on fait de notre transformation. Nous, on a décidé profondément que c'est pas la peine de pleurer. Il faut construire. Il y a plein d'opportunités. Ouais. Je viens de vous parler de plein d'énergie. Donc, on se met dans les bornes de recharge. Il faut qu'on anticipe. On anticipe dans le raffinage, en passant un certain nombre de raffineries au bioraffinage, et il faut anticiper. Oui, l'Europe est à l'avant-garde des véhicules électriques, donc la demande d'essence et de produits pétroliers en Europe diminuera. Je pense que c'est le continent où on verra. Là, il faut savoir que les véhicules légers à l'échelle mondiale, ça représente à peu près un quart de la demande de pétrole. C'est donc bon, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Le reste, c'est quoi le reste, c'est les transports de matières de marchandises, notamment. C'est à peu près l'autre un quart. Ouais. Et puis après, vous avez la pétrochimie, les avions et l'utilisation des avions, etc. Ouais. Donc les bateaux, etc. Voilà. On a décrit un monde qui change. C'est à la fois beaucoup d'opportunités, beaucoup d'investissements. Vous avez des moyens considérables, mais quel impact tout ça peut aussi avoir sur votre rentabilité? C'est-à-dire, est-ce que ça génère pas, pour commencer, un peu d'incertitude? Non, mais bien sûr que quand vous diversifiez dans des nouveaux métiers, vous avez une forme d'incertitude, mais en même temps, ce qu'on est en train de démontrer actif après actif, puisqu'on a quand même, d'ores et déjà, il faut avoir en tête que nous avons déjà près de 15 milliards d'actifs dans les énergies nouvelles. Donc on ne part pas de zéro. Parce qu'en fait, ce chemin que je décris, ça fait depuis 2015 et l'accord de Paris qu'on a commencé à l'emprunter à travers l'acquisition de ça. Ça a commencé avant le changement de nom, oui, c'est sûr. Oui, ça a commencé avant. On change de nom parce qu'on a des actifs. Donc il y a déjà 15 000. Donc on sait et on voit très bien quelle rentabilité on peut obtenir. En gros, on a dit qu'on visait à peu près 10% de rentabilité sur capital dans ces énergies nouvelles. Et pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de délivrer. Comme par ailleurs, par ailleurs, dans le monde du pétrole et du gaz, ça dépend beaucoup, la rentabilité dépend beaucoup du prix. Donc elle nous apporte quelque part c'est pas le même type d'objet, mais à la fin quand même, il faut avoir en tête que je sais bien qu'il est commun de dire que les renouvelables sont moins rentables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les États garantissent des prix, ils vous donnent des contrats, vous faites votre ferme solaire en France et la CRE va vous dire il y a un prix de rachat. Ouais. Naturellement, les États, ils ne demandent pas que vous fassiez 15% de rentabilité. C'est quand même normal, on vous garantit quelque chose, ce n'est pas des actifs risqués, il n'y a pas de risque sur ces actifs. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, ces contrats vont s'arrêter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le marché électricité, le marché de commodité. Et les acteurs qui aujourd'hui profitent, je dirais, d'investissements sans risque, je peux vous dire que le marché de l'électricité, il bouge tous les jours, toutes les heures, beaucoup plus que le marché du pétrole et du gaz. Et là, qui seront les acteurs? Et c'est là que nous, on voit notre futur. En fait, profondément, l'énergie, quelle qu'elle soit, sera un marché de matières premières, de commodités, où il faut être capable d'intégrer les chaînes, de stocker, de jouer avec des traders qui sont importants. On construit en ce moment des équipes de trading. On remettra de la variabilité dans le système. Exactement. Ouais. Donc il y a une espèce d'illusion aujourd'hui de renouvelables peu rentables, moins rentables, mais on leur garantit, il n'y a pas de risque. Ils vont avoir ces risques. Et c'est ce monde-là, et ça c'est un monde qui va arriver, qui, aux États-Unis d'ailleurs, on a investi, il est déjà présent. Parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de personne, à part des sociétés, des entreprises comme Microsoft, il n'y a personne qui vous garantit votre prix. Donc vous êtes dans le marché et donc vous êtes confronté. Et bien, par exemple, du coup, on investit, chaque fois qu'on investit aujourd'hui aux États-Unis dans une ferme solaire, on met des batteries, à peu près pour 20% de la capacité, de façon à capter l'électricité qui va être produite à midi, 12h, comme tout le monde, et la relâcher le soir quand les gens en ont besoin. Donc c'est de l'innovation, c'est beaucoup de technologie, et c'est pour ça on pense que vraiment il y a notre place, parce qu'à la fin, ça sera le marché d'énergie volatile, et là, il faut des gros bilans, il faut des capacités d'intégration, et nos acteurs que nous sommes aujourd'hui, à partir du moment où on fait cette évolution, nous serons les énergéticiens de demain, et c'est ça que l'on offre profondément aux investisseurs et à nos actionnaires. Les investisseurs, ils pourraient dire quand même dans cette phase de transition, vous allez devoir investir massivement, donc vous allez peut-être faire un choix avec un peu moins de dividendes. Est-ce qu'il n'y a pas un... C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, d'ailleurs, on leur a montré, puisque l'année dernière, pendant la crise, Total n'a pas baissé son dividende depuis près de 30 ans. Et malgré la crise l'an dernier, où il y a eu beaucoup de débats, et je peux dire que la crise était violente, on a vu les prix s'effondrer, nous avons eu la capacité de maintenir notre dividende. Et pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce que justement, dans cette transition, on a besoin de la confiance de nos actionnaires. Et donc, on est une action, certes, dont on nous dit qu'il doit évoluer dans ces métiers, et on considère que vis-à-vis des actionnaires, la fidélité s'acquiert par le fait qu'on leur donne un rendement qui est élevé. Ils ont un rendement, les dernières années, de plus de 6% par an. En ce moment, c'est plutôt 7 à 8%. Donc, acheter des actions de Total, Total Énergie, c'est quand même un bon rendement.
On leur offre ce rendement qu'on est capable de leur offrir grâce aux revenus pétroliers et gaziers, et en même temps, on construit au sein de l'entreprise la valeur de demain qui générera les futurs cash flows. Ça prend du temps dans l'énergie. On sait que c'est des cycles à 10 ans. Ce qu'on a dit à nos actionnaires, c'est que on pense que nos énergies renouvelables généreront un cash positif à la fin de la décennie. Mais honnêtement, ce que je dis là, c'est pas différent de ce qu'on a fait dans le pétrole et le gaz. Quand on a investi en Russie dans les années 2010, c'est maintenant que je tire des bénéfices réels de cash flow qui me permettent de donner un dividende à mes actionnaires de Russie. Il m'a fallu 10 ans pour construire. Donc il n'y a rien là-dedans qui soit très différent de ce qu'on pratique par ailleurs dans l'énergie. Et si vous vous projetez dans 10 ou 20 ans, ça veut dire que ce modèle qui aura shifté vers un mix complètement différent générera des cash flows susceptibles de distribuer le même type de dividende. Le profil du groupe ne changera pas à ce niveau-là. C'est bien l'ambition qu'on a, c'est qu'on est en train d'investir pour générer les cash flows de demain. Mais vous savez, dans la période 2021-2026, dans les 5 prochaines années, on a annoncé à nos actionnaires qu'on allait générer 5 milliards de plus par an de cash flow. Là-dessus, il y a 1,5 milliard qui va venir des énergies renouvelables. Donc il y a 30% des cash flows additionnels qui vont permettre d'augmenter les dividendes à nos actionnaires qui vont venir dans les 5 prochaines années des renouvelables. Aussi, on investit 3, il n'en génère qu'un et demi, mais à force d'investir 3 plus 3 plus 3, donc c'est comme ça, il n'y a pas de... L'énergie, c'est profondément des stratégies d'investissement à long terme. Et à ce moment-là, quand on a installé les actifs, ils sont là, et ils sont là pour longtemps. Parce que les énergies renouvelables, ça a cet avantage. C'est quoi les énergies renouvelables ? C'est avoir accès à du terrain, ou à un domaine maritime pour l'éolien offshore. Une fois que vous avez le terrain, vous l'avez. Vous l'avez pour longtemps. Vous avez construit vos centrales solaires. Il faudra entretenir. On va les entretenir, mais vous avez fait l'essentiel du travail. Donc vous créez en fait quelque part... Il y a un coût d'acquisition au départ qui est élevé. Exactement. Ouais. Vous créez des situations de rente futures. Et pareil, les éoliennes, vous allez faire quoi ? Vous allez augmenter la puissance des rotors, donc vous ferez plus d'électricité. Mais c'est cet effort qu'on fait en ce moment. Constituer le portefeuille d'actifs qui va nous permettre à long terme de générer des revenus pour nos actionnaires et qui alimenteront les dividendes. Une question peut-être un peu plus géopolitique. Dans le monde de l'énergie que vous voyez aujourd'hui, est-ce que finalement on va pas tous avancer à des rythmes complètement différents ? Est-ce que les États-Unis vont avoir beaucoup plus de mal que l'Europe de se passer du pétrole ? Est-ce que les pays Est-ce que le monde de l'énergie qui était très unifié va pas devenir un monde finalement beaucoup plus éclaté hein ? Il n'est pas si unifié que ça, parce que la consommation de l'Américain est 2 fois plus importante que celle de l'Européen. 2 fois plus importante. Le consommateur 2 fois plus d'énergie. Elle est 7 fois plus importante que l'Indien et 10 fois plus que l'Éthiopien. Donc aujourd'hui, le monde de l'énergie, il peut être homogène en termes de produits, pétrole, mais en termes de consommation, c'est pas le cas. Non, mais il est clair que la transition va pas aller au même rythme, mais c'est assez normal. Il est normal que les pays les plus riches, quelque part, ils montrent l'exemple, c'est ce que va faire l'Europe à travers le Green Deal. Mais les Américains ne sont pas en retard. Vous savez, quand vous regardez, on a une vision de l'Amérique. Qui a transité le plus vite du charbon au gaz à cause du gaz de schiste qu'on décrit ? C'est les Américains. C'est pour ça d'ailleurs que Barack Obama a signé l'accord de Paris. En termes d'énergie renouvelable, quand vous regardez les grands du renouvelable aujourd'hui, il y a 3 grands marchés, c'est la Chine, c'est les États-Unis, et puis après, c'est l'Europe. Donc, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus dépendants du pétrole que c'est... Non, mais l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'ils ont tout. Ils ont sur leur sol du pétrole, du gaz, du charbon et des renouvelables. Donc après, ils vont arbitrer. Ce qui fait d'ailleurs, il faut s'en méfier en termes de compétition économique. Ils sont dans une situation extrêmement différente de l'Europe parce qu'ils maîtrisent totalement leur futur énergétique. Et il ne faut pas l'oublier en termes de géopolitique. Alors que les Européens, nous ne maîtrisons pas les énergies hydrocarbures. Nous avons un problème d'espace pour les renouvelables, et c'est là que le nucléaire peut nous aider. Mais c'est un vrai sujet. Il y a une vraie différence d'un point de vue maîtrise de nos futurs. C'est plus facile de déployer facilement des fermes solaires ou de l'éolienne aux États-Unis. Par ailleurs, ça c'est clair. Quand vous êtes dans le Texas, comme nous le sommes en ce moment, j'ai vu que votre journal, il y a un bel article qui dit que Total Energy met des panneaux solaires au milieu des puits de pétrole. C'est plus facile de faire ça au Texas que quand vous êtes en Europe, où l'usage de l'espace agricole, les villes, est beaucoup plus disputé. Enfin, on est beaucoup plus dense, population beaucoup plus dense. Et en termes de priorité géographique, du coup, pour votre groupe, c'est quoi vos priorités géographiques ? Vous êtes un groupe français, siège à la Défense, mais en même temps, vous rayonnez partout dans le monde, mais historiquement, vous alliez chercher du pétrole dans certains pays pour le revendre ailleurs. Demain, c'est quoi vos priorités géographiques ? Mais nous, on est une entreprise globale, profondément, puisqu'on est dans 130 pays. Et en fait, on regarde le monde à travers ce prisme. D'abord, encore une fois, je prenais l'exemple de l'Irak. Il y a beaucoup de pays producteurs qui sont bizarrement, étrangement producteurs de pétrole, mais qui ont un déficit d'électricité. Tous les pays africains, les pays du Moyen-Orient, donc on peut intervenir chez eux
Et ils nous font confiance, on a des partenariats historiques, donc moi je considère qu'on va continuer à se développer sur ces zones-là, Moyen-Orient, Afrique. Vous allez offrir plus de services dans ces pays. Bien sûr, et on va rajouter de l'électricité. Maintenant et ils sont contents, parce qu'en fait, ils voient un partenaire historique à qui ils ont confiance et qui leur apporte des solutions encore plus à leurs consommateurs, à leurs citoyens. Et puis il y a des pays nouveaux, l'Inde. Une des grandes nouveautés de Total Energy, c'est que depuis 3-4 ans, on a construit une position, on était totalement absent de l'Inde, c'est un énorme marché, et on a construit une position sur 2 piliers, le gaz, sûrement pas le charbon, bien évidemment, le gaz et les énergies renouvelables, et aujourd'hui, nous possédons 20% du plus grand développeur d'énergie solaire au monde, qui est indien, il s'appelle Adani Green, et on en est heureux, puisqu'on y a investi 2 milliards en début d'année pour acheter 20%, ils valent 5 milliards moins d'1 an après. Donc, vous voyez, et vous vendez jusqu'au consommateur final ou vous êtes dans des Inde, on distribue du gaz jusqu'au consommateur final. On n'a pas encore l'électricité, mais on distribue le gaz. On a des réseaux gaziers qui... Parce qu'en Inde, le gaz, c'est pas gagné. C'est une énergie plus chère. Et on l'a bien vu là. Et en même temps, le gouvernement indien croit beaucoup. Et donc, on a décidé non seulement d'importer là-bas du gaz naturel liquéfié qu'on apporte, mais également d'essayer de déployer. On investit dans le déploiement de réseaux gaziers dans des grandes villes indiennes. Voilà, donc, et ça me paraît, vous voyez ce que je viens de dire sur l'Inde, quand on dit qu'est-ce que fait une entreprise comme Total Energy, mais c'est extrêmement concret, parce que quand on investit, on doit être à peu près à 4 milliards de dollars quand même, au cours des 3-4 dernières années en Inde, on agit directement pour la réalité de cette transition dans un pays qui a des énormes besoins. Donc voilà, ça c'est une nouvelle géographie qui s'ajoute. Mais les grands marchés pour nous, honnêtement, ça sera les États-Unis, le Brésil. On est en train de regarder le Brésil, qui lui aussi a besoin. Donc la consommation d'énergie, la population mondiale augmente, il y a beaucoup de pays qui ont besoin de plus d'énergie, et donc on est là pour répondre à leurs besoins. Et quelle expérience vous tirez? En France, vous avez racheté il y a quelques années Direct Énergie pour vous développer dans la vente directe, enfin pour aller jusqu'au consommateur final, pas seulement de l'essence, mais aussi de l'électricité et du gaz. Quelles leçons vous tirez de cette expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi aller plus loin, internationaliser? On l'a fait. Parce qu'on a fait Direct Énergie en France, mais on a maintenant 6 millions de clients, à peu près 3-4 millions en France. On en a 1 million en Belgique. On a une marque qui s'appelle l'Empiris. Puis on a 2 millions de clients en Espagne, maintenant, où on distribue l'électricité sous marque Total Energy depuis à peine début de l'année. C'est moins connu, mais donc on a décidé de se déployer. C'est un business qui est relativement aval, c'est un business de marge faible, bien sûr, donc il faut des effets d'échelle. Ça ressemble beaucoup à la distribution de produits pétroliers dans les stations-service. En fait, il faut des parts de marché importantes pour amortir vos coûts fixes, et donc il faut croître des clients. Donc on s'est mis... Alors, il se trouve qu'en Europe, on peut se développer, donc on a regardé les marchés où on pouvait grignoter, sur les monopoles historiques, et pour l'instant, c'est plutôt un beau succès. En France, on gagne, depuis qu'on a repris Direct Énergie, qui s'appelle maintenant Total Energy, à peu près 500 000 clients par an. Donc, et c'est rentable, ça c'est quelque chose qui contribuera à la rentabilité. C'est pas ça rentable, ça dépend des jours, mais c'est pas ça qui fera le cœur, mais ça ressemble beaucoup encore une fois, à nos stations-service. On gagne 15 centimes de litre, mais la différence, c'est que c'est plutôt stable. Si vous arrivez à avoir un module, client, oui, c'est ça, vous les arrivez, donc c'est fidélisé. Et puis, je crois profondément à cette idée qu'une entreprise comme la nôtre, à la fin, elle a une mission. Et croire qu'on peut simplement produire de l'énergie sans l'amener au client, on va pas au bout de l'acte. Et d'ailleurs, pour nous, l'électricité est quelque chose de très nouveau, parce qu'en fait, on rentre dans la maison des gens. Donc on rentre dans une notion de service qui est très différente de nos stations-service où les automobilistes venaient chez nous. Et non, mais c'est l'air de rien, donc ça oblige aussi à réfléchir. Donc je pense que, en tout cas, sur le marché européen, on a décidé, sur ces 3 marchés que je viens de décrire, d'essayer de se développer. On apprend. Mais l'intégration est toujours utile parce que, encore une fois, il faut réfléchir au fait que demain, il y aura des marchés volatiles d'électricité. Vous serez peut-être bien content à un moment d'avoir des clients. D'avoir des stabilisateurs. Des stabilisateurs dans votre modèle économique. On en vient aux questions qu'on a reçues de la part des internautes. Alors, je les prends peut-être un petit peu dans le désordre. Pendant combien de temps encore Total Energy produira des hydrocarbures de façon rentable? Merci. De façon rentable, ça, longtemps. Non, mais je pense que dans notre modèle, ce qu'on pense, c'est qu'à horizon 2050, moi, je pense qu'on produira plus d'électricité que d'hydrocarbures, mais il y aura encore 40%, alors peut-être qu'un 10-15% de pétrole, 20-25% de gaz dans notre mix énergétique, parce qu'encore une fois... En 2050, vous dites. En 2050, ouais. Le fameux scénario dit net zéro de l'Agence internationale de l'énergie, dans son mix, il y a encore 25 millions de barils par jour de pétrole, certes, un quart d'aujourd'hui, mais il y en a encore. Donc, pour pouvoir produire rentable, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on doit se positionner sur des barils pas chers. Et il se trouve que Total Energy a un atout dans le pétrole, c'est qu'on est le plus grand pétrolier au Moyen-Orient, là où on trouve le pétrole le moins cher.
bien sûr, il y a les compagnies nationales, il y a Aramco, ADNOC, mais en termes de pétroliers étrangers. Et c'est même une force de cette entreprise qu'on a d'ailleurs cultivée au cours des 5 dernières années, en reprenant les grandes concessions aux Émirats, au Qatar, maintenant en Irak, en Libye, où on revient également, où on a repris des champs pétroliers. Donc ça, ces champs-là, on produit à 2 ou 3 dollars du baril. Donc ceux-là, ils vont pas être, comme on dit, ce ne sera pas des actifs échoués. Et l'engagement qu'on prend vis-à-vis de nos actionnaires, profond dans le domaine des hydrocarbures, on a d'ailleurs fait voter une résolution à nos actionnaires à la dernière Assemblée Générale, on a dit, dorénavant, quand on investit dans les hydrocarbures, le coût de production en termes de coût opératoire et investissement, moins de 20 dollars du baril, et les émissions de carbone, les émissions de gaz à effet de serre, doivent être, tous les nouveaux actifs auront des émissions inférieures à la moyenne de l'entreprise. Donc on passe notre temps à s'améliorer, et avec ça, l'objectif étant, bien évidemment, lorsqu'on investit dans des actifs d'hydrocarbures, de s'assurer qu'ils continueront à être rentables à moyen et long terme. Donc voilà la stratégie, d'où ma réponse est encore longtemps et sûrement et de plus en plus rentable. Oui, mais proportionnellement de moins en moins. Oui, mais parce que s'il y a moins de demandes, il faut qu'on adapte notre portefeuille. Question annexe et qui rejoint ce que vous venez de commencer à expliquer. Les budgets d'exploration se réduisant au profit des énergies renouvelables, ne risque-t-on pas de voir le prix du baril atteindre les 200 $ à court terme, parce qu'on va manquer de nouveau pétrole en quelque sorte? C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Si on n'investit pas suffisamment dans le pétrole, comme il y a un déclin de 3 ou 4% par an, si on ne lutte pas contre ce déclin qui demande des milliards, il se passe ce qui se passe en ce moment, les prix montent. Parce que la demande ne baisse pas au rythme de 3 à 4% par an. Vous savez, la demande de pétrole, même dans les scénarios... des scénarios dits net zéro, etc., elle baisse plutôt à 1 à 2% par an. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on n'investit pas... Parce que la consommation d'énergie globale continue de monter. Exactement, la consommation. Donc, d'ailleurs, une des choses, ce qu'il faudrait l'effort énorme dans tous ces scénarios pour aller vers net zéro, c'est un effort d'économie d'énergie. Tous ces scénarios disent qu'on fera 2,5% par an d'économie d'énergie. La vérité, c'est que la planète, nos sociétés font de l'ordre de 1 à 1,5 pour l'instant. Donc, tout ça demande beaucoup d'efforts tout le monde, y compris pour les consommateurs à s'adapter dans leur consommation d'énergie. Et donc, c'est un challenge. Donc, voilà pourquoi... Donc, il y a quand même un risque, si toutes les compagnies pétrolières au monde investissent moins, qu'à un moment, il y a un vrai décalage entre l'offre et la demande. Oui, et que du coup, les prix montent, parce qu'à la fin, c'est le prix qui adapte l'un à l'autre. Une autre question, on change un petit peu de sujet. Le fait que les banques annoncent ne plus vouloir investir dans les énergies fossiles constitue-t-il une menace pour la capacité d'investissement de Total Energy? C'est vrai qu'on entend beaucoup, on attaque beaucoup, les banques sont très attaquées sur le thème « arrêtez d'investir auprès de ces méchants pétroliers ». Est-ce que du coup, ça pourrait vous fragiliser Écoutez, les banques, ça dépend de quelles banques. Les banques françaises, les banques européennes sont soumises effectivement à une très forte pression. Les banques du reste de la planète, pour l'instant, ne le sont pas. Maintenant, c'est un vrai sujet. En fait, moi, je pense qu'à la fin, on a besoin d'énergie, donc je ne fais pas d'inquiétude sur notre capacité à attirer des investissements et du capital, parce qu'en fait, l'essentiel de nos projets, il faut le savoir, ne sont pas faits sur emprunt. Enfin, on a des obligations, on émet des obligations, mais l'essentiel de nos... C'est pas la banque qui vous prête de l'argent. C'est pas la banque qui nous prête de l'argent pour l'essentiel de nos projets. Vous n'allez pas au distributeur pour tirer des billets. Non, exactement. Et donc, je pense, par contre, il est possible que le coût de cet argent puisse se renchérir. C'est une notion de risque. Bon, enfin, aujourd'hui, pour assurer nos investisseurs, on ne fait absolument pas face à ça. C'est-à-dire que... Pour l'instant, vous avez les capacités de financement. Mais encore une fois, tout ça, c'est beaucoup de... Comment dire ? Les institutions financières sont les entreprises également, les banques. Et ils ont une compétition entre eux. Donc en ce moment, il y a ce qu'on appelle le mouvement dit ESG, c'est-à-dire que c'est du marketing pour être plus vert, pour montrer qu'on est plus à l'avant-garde. C'est très bien d'ailleurs, parce que je pense qu'effectivement, il faut que... Et d'ailleurs nous-mêmes, on a dit que dorénavant, toutes les obligations que nous émettrions seraient liées à un objectif de réduction de nos émissions de carbone. C'est-à-dire que si on n'atteint pas nos objectifs, on paiera plus cher notre dette. Bon, c'est un moyen de montrer qu'on veut être vertueux. Et c'est un moyen... Et puis je pense que, quelque part, ce que vont faire les banquiers, et d'ailleurs ils me le disent, c'est qu'ils regardent profondément, et ça en tout cas j'espère qu'on va les convaincre, quelles sont parmi les entreprises pétrolières et gazières celles qui jouent le jeu de la transition, comme nous. Et aujourd'hui, les gens de Total Energy peuvent être fiers, parce que c'est nous qui avons de loin, par rapport à mes grands concurrents pétroliers et gaziers, le plus gros portefeuille de ces énergies nouvelles. Certains vous diront que vous n'en faites jamais assez. Oui, d'accord, mais on n'en fait jamais assez, parce que effectivement, comme nous sommes des géants du pétrole et du gaz,
pour pouvoir être un géant des énergies renouvelables, on compare les pourcentages. Moi, ce que je compare, c'est quelle est la taille de notre production aussi, et la dynamique par rapport aux concurrents de ce secteur-là. On parle beaucoup d'un certain nombre de sociétés et qui font un travail admirable, mais quand ils ont 5 gigawatts d'énergie renouvelable, on en a déjà 10. Donc je dis simplement que tout ça, il faut le relativiser et qu'encore une fois, le rythme auquel on va, c'est une vraie accélération. Alors une question qui me semble un petit peu technique, mais je suis sûr que vous allez la comprendre et pouvoir y répondre. En quoi Total Energy est en mesure d'utiliser sa technologie pour exploiter et développer des puits de carbone et comment rendre cette activité rentable? Est-ce que vous comprenez la... Oui, la question, c'est le stockage du carbone, le stockage du CO2. C'est assez évident. On sait forer des puits. Donc, l'activité de forage, l'activité de stockage également. Donc, c'est une activité qui, bien évidemment, vient très naturellement dans les métiers d'un pétrolier. Donc, on s'y intéresse. On a des champs en mer du Nord. On a décidé que la mer du Nord, on transforme des vieux champs. On investit en ce moment. On investit en Norvège avec nos collègues d'Equinor et de Shell dans un gisement on est en train de transformer un gisement qui a été épuisé en un stockage de carbone. On va faire la même chose dans des champs aux Pays-Bas et on regarde un projet en Grande-Bretagne. Donc c'est très concret. Ouais, mais dans la question, il y avait et est-ce que ça peut être rentable? Ça sera rentable s'il y a un prix sur le carbone. Et il se trouve qu'en Europe, il y a un prix sur le carbone. Et en gros, notre estimation, c'est que pour que ça soit rentable, il faut à peu près $100 la tonne ou 100 € la tonne. On n'est pas très loin, on est déjà à 60 €. Donc se dire qu'en 2020, 2025, 2030, on sera à 100 € la tonne, c'est un pari économique qui me paraît tout à fait... À ce prix-là, du coup, les gens préféreront... À ce prix-là, on peut offrir un service, à un certain nombre d'industriels, de l'acier, du ciment, de prendre leur CO2 et puis d'aller le stocker dans des gisements. C'est pas nécessairement la meilleure façon, parce qu'il vaut toujours mieux dans cette idée-là. Pour moi, la priorité, c'est éviter et réduire. Ouais. Pour moi, ces solutions-là sont des solutions, je dirais, ultimes. C'est une fois qu'on a fait le maximum... Certains n'auront peut-être pas... Oui, c'est ça. L'acierie va avoir du mal à se passer totalement... Mais voilà, l'acierie, la solution, c'est de passer à l'hydrogène, ce qui va coûter cher. D'où, d'ailleurs, je pense, les annonces du gouvernement français qui a dit qu'il voulait les accompagner. Ouais. On passe à une autre question sur la mobilité électrique. Total Energy aura-t-il la taille critique dans les batteries? On voit que les Chinois ont déjà un sacré coup d'avance. Écoutez, est-ce qu'on peut y arriver ou est-ce que, face aux Chinois et à Tesla, on sera toujours un peu en retard? Écoutez, on a fait ce pari. Moi, je suis assez convaincu, d'autant plus que non seulement je suis avec Stellantis, mais également maintenant nous sommes avec les gens de BMW, avec Daimler, qui s'est rattaché. Donc on a créé un consortium, là, on est à 3 fois 33% dans ce qu'on appelle ACC. Oui, parce que Stellantis, il faut le rappeler, c'est Fiat, Chrysler, PSA. Moi, on s'est donné, en tout cas, pour eux, moi, ce que j'observe de 2 partenaires constructeurs automobiles, c'est absolument stratégique de maîtriser le coût des batteries. On a un soutien très fort, je dois le dire, de l'Europe, puisqu'on va recevoir des subventions pour établir cette société. Moi, je pense que le pari mérite d'être tenté. Et en tout cas, les batteries, contrairement à d'autres objets, se déplacent moins. C'est-à-dire que... un iPhone, ça prend l'avion, une batterie... Les batteries, c'est assez lourd. Et donc, la question, c'est de savoir si, en Europe, sur le sol européen, nous arriverons à être aussi compétitifs qu'un Chinois qui viendra ou un Tesla qui viendra en Europe. Les batteries ne viendront pas de Chine en Europe. Elles seront construites dans des gigafactories. Bon, écoutez, là, il y a un Suédois qui s'appelle Norvolt qui est en train de démontrer que c'est possible. Ayons confiance dans nos capacités d'ingénierie. En tout cas, c'est ce que m'a répété souvent Carlos Tavares. Donc, entre les forces de capacité... Il faut faire des bonnes batteries et avoir la capacité d'investir. Et ça, vous pensez que vous avez les deux? On a les deux. Après, c'est un pari, bien sûr, on s'y lance. Mais je pense que l'alliance qu'on a créée est solide et je pense qu'on peut répondre à ce que certains appellent l'Airbus des batteries en combinant les forces et je pense honnêtement les compétences scientifiques, technologiques, industrielles de ces 3 entreprises. Alors une question peut-être d'un automobiliste qui est peut-être un peu inquiet sur l'avenir de vos stations-service. Si la voiture thermique disparaît en 2030-2035, est-ce que vos stations-service pourront encore être rentables avec juste des bornes ou est-ce qu'il faudra progressivement les fermer? Et puis il y a une question subsidiaire que je vous poserai après qui est liée à ça. Là-dessus, il y a plusieurs types de stations-service. Il y a celle des autoroutes, des grandes voies, comme je l'ai dit. Bon, dans une station-service, il faut savoir que on gagne de l'argent et on les fait vivre pas seulement par les ventes de carburant, la marge sur les cacahuètes que mais j'achète. on fait aussi vivre une station-service à peu près chez nous, 35-40% des résultats, c'est les boutiques. Donc un vrai sujet pour nous, c'est de développer les boutiques. Et il y en a des réflexions. Donner aux gens qui s'arrêtent de consommer. Oui, parce que quand vous allez vous arrêter pour vos bornes de recharge qui vont durer quand même 10-12 minutes, si on vous convainc d'aller boire du café pendant ce temps-là, eh bien, la marche sur les cafés est supérieure à la marche sur la borne de recharge. Non, mais c'est la réalité de ce business. Donc, je le vois très bien, ce futur, dans les grands axes. Là où la question va être compliquée, mais elle est déjà compliquée aujourd'hui, ça va plutôt être dans toutes les stations-service de campagne qui servent, où là, l'équilibre économique est déjà aujourd'hui difficile. D'autant plus qu'on peut penser que, vous savez, quand on pense à nos provinces en France, par exemple, que les gens qui vivent plutôt dans les habitats, dans des maisons,
dans des pavillons dans ces provinces, ils vont assez facilement mettre des bornes de recharge chez eux. Donc la question du devenir des stations... Qui seront les clients qui seront les clients est une vraie question. Et en même temps, on sait que ces objets, que ces stations servent aussi de lieu de vie. Donc on en débat beaucoup avec les maires déjà aujourd'hui. Moi, j'ai donné une instruction après en 2018 à mes équipes en disant je ne veux plus qu'on ferme de stations-service dans ce pays. Mais ça sera, pour moi, ça va être un des challenges qui va être lié aux véhicules électriques. On verra comment s'adapter. Question annexe, qui est liée dans la même question, c'est avec le diesel bashing, avec le déclin accéléré du diesel, est-ce que vous risquez pas aussi simplement d'arrêter le diesel ou juste n'en vendre que pour les poids lourds sur les aires d'autoroute, hein? Oui, mais il se trouve que l'essentiel du marché du diesel, c'est pas les voitures légères, ce sont les transports, les poids lourds. Aujourd'hui, et puis c'est aussi, il faut pas l'oublier, alors le diesel, c'est pas tout à fait, mais le kérosène pour les avions, ça ressemble à du diesel, et ce qu'on met dans des bateaux, c'est pas très loin du diesel. Donc en fait, le marché du diesel, il est clair que sur le véhicule léger, d'ailleurs c'était une anomalie, pour être honnête, européenne et un peu française, où pour des raisons fiscales, on avait beaucoup de diesel dans les véhicules légers. C'est un marché qui se réduit, mais ça va pas. Je suis pas inquiet. Par contre, soyons clairs, ça fait partie des évolutions qu'on doit faire. C'est pour ça qu'en Europe, on veut accélérer. Nous, notre responsabilité, c'est d'adapter à la fois notre outil de raffinage, nos réseaux, de façon à pouvoir faire face à cette transition. Et on sait qu'elle va avoir lieu. Donc l'avantage, c'est qu'on nous a dit en 35, en 40. Donc c'est pas la peine de faire les autruches. Au contraire, maintenant, il faut qu'on prenne les décisions pour s'adapter et tirer parti des nouveaux marchés. Vous avez parlé plusieurs fois du nucléaire. Est-ce que c'est un secteur qui pourrait vous intéresser à nouveau? Est-ce que vous pourriez regarder ou est-ce que la page est tournée, hein? Non, je pense que d'abord la page n'a pas été tournée parce qu'elle n'a jamais été ouverte, pour être honnête. Vous avez regardé, on a regardé un moment. Moi, je pense profondément, je veux dire que le nucléaire pose un risque, et c'est un risque souverain. Je pense que pour un acteur privé, prendre le risque du nucléaire est compliqué. C'est-à-dire qu'un pays doit le faire, mais... Un État doit le faire. Je pense que prendre le risque... Vous savez, si vous arrivez Fukushima, votre entreprise peut être détruite. Donc c'est un vrai sujet, et je n'ai pas envie qu'on fasse du nucléaire seulement pour faire de la R&D, pour voir si on peut faire de la fusion, si ce n'est pas pour en être un jour producteur. Donc je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas de savoir-faire. Ça veut pas dire que vous êtes contre? Non, au contraire, soyons clairs. Non, je pense que le nucléaire, je comprends parfaitement ce que fait la France. Je me suis même exprimé dans vos colonnes en disant qu'il fallait qu'on y aille. Je pense que ça fait partie du mix pour décarboner l'énergie de la planète. Mais nous, Total Énergie, il y a peut-être un SA Énergie, mais j'ai du mal à voir le mot nucléaire. Encore une fois, pour une analyse fondamentale de risque, je ne pense pas que nous puissions faire prendre à nos actionnaires, à nos investisseurs, ce risque qui me paraît être un risque... Le risque est peut-être faible, mais s'il se matérialise... Il est marginal. Et par ailleurs, il y a quand même la question profonde de la gestion des déchets nucléaires à long terme, qui pose des problèmes de provision. Donc, on a déjà... Et puis, c'est très capitalistique, des points. Donc, je préfère qu'on se concentre et que ce soit bon sur... Et on a déjà notre palette d'énergie nouvelle, entre les énergies renouvelables, l'hydrogène, qu'on soit bon dans ce qu'on veut faire de nouveau. On ne peut pas vouloir tout faire, qui est trop embrasse mal les trains. Alors, pourquoi ne pas lancer une OPA sur un gros producteur d'énergie renouvelable pour accélérer la transformation? Un vrai... transforming deal pour Total Énergie. Vous en connaissez des gros producteurs d'énergie renouvelable? Alors, dans la question suivante, il y a écrit Engie. Je ne suis pas sûr que ce soit un gros producteur d'énergie renouvelable, puisque en termes d'éolien et de solaire, nous sommes aussi, même un peu plus gros. Ils ont de l'hydroélectricité. Donc, mais c'est peu, voilà, au passage, pour remettre un peu les choses en ordre, effectivement, quand ils disent qu'ils ont aujourd'hui 30 gigawatts, ce qui est vrai, ils ont 20 gigawatts d'hydroélectricité. Non, mais honnêtement, je vais vous dire pourquoi les purs... On ne va pas le faire parce que ces entreprises-là, il y en a quelques autres, comme Ørsted, comme d'autres noms bien connus, mais les valorisations coûtent extrêmement cher. Moi, je veux dire, je suis désolé. Les valorisations sont... C'est complètement... Aujourd'hui, il y a une énorme bulle, je l'ai déjà déclaré. Je pense qu'elle est, comme toute bulle, alimentée par un argent qui ne vaut pas grand-chose, mais aujourd'hui, et puis par ces mouvements que je décrivais, dits ESG, on ne va pas aller acheter, ça n'a pas de sens, des multiples de 20 ou 25. Moi, je ne peux pas justifier ça. Par contre, ce qu'on regarde, et on l'a été actif, on l'a dans des... par exemple, l'acquisition qu'on a faite de ce que vous disiez, de développeurs en Inde, on est plutôt à regarder l'opportunité, et puis regarder plutôt des développeurs qui sont en amont, qui n'ont pas des actifs déjà. Ce qui coûte cher, c'est les actifs renouvelables déjà construits. Parce que vous récupérez avec eux des contrats garantis, donc ils valent des fortunes. Mais ce qu'on regarde activement, et on a fait plusieurs opérations au cours des dernières années, on va en faire d'autres, c'est des développeurs qui ont acheté les terrains, qui ont des connexions... Et qui commencent. Et donc nous, en gros, on externalise une partie de notre business développement et pour accélérer le développement. Ça, oui, les actifs existants, après, comme toutes les bulles, elles peuvent se dégonfler. Et à ce moment-là, on sera sans doute rapide à réagir. Ouais. Comme disait Warren Buffett, quand la mer descend, on voit qui a pris son maillot de bain et qui peut faire des opérations. Dernière question pour vraiment donner la parole à un actionnaire.
Une question sur le programme de rachat d'actions. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, donc je ne suis pas sûr de... Quelle est sa justification? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'accélérer ou au contraire accélérer les investissements et en faire moins? Je crois que c'est un peu... Non, mais ce n'est pas comme ça que se passe le débat. Dans une entreprise comme Total Energy, on alloue du capital. On a dit qu'il nous fallait à peu près 13 à 15 milliards par an pour investir. Et c'est la priorité des investissements. Le conseil d'administration est clair. On commence par investir dans le futur de l'entreprise. Au-delà, on peut pas, enfin, on peut dire toujours faire plus. Simplement, il faut les hommes, les femmes, pour pouvoir développer ces projets de façon rentable. Donc, il y a quand même une sélection qui est faite dans nos investissements et c'est déjà massif. Après, on a dit, deuxième priorité, c'est le dividende. Que je vous ai dit, on ne décroît pas. Avoir nos actions traverse les cycles. Terme, ouais. Donc, et qu'on a destiné à augmenter au fur et à mesure que nos cash flows augmentent de façon structurelle. Quand il y a une croissance de nos productions, croissance des renouvelables, croissance de nos revenus dans la pétrochimie, eh bien, l'actionnaire verra une augmentation de son dividende au fur et à mesure de ça. Et puis après, on a notre bilan. Parce que pour faire tout ce que je vous ai dit, y compris pour pouvoir réagir en cas de bulle qui explose, il faut avoir un bilan solide. Donc on veille à la solidité du bilan. Donc on a un niveau d'endettement faible, qui nous a permis l'an dernier d'ailleurs de traverser la crise et de maintenir le dividende. Être manœuvrant, être capable... Les rachats d'actions sont pour nous un moyen de partager les surplus de revenus. Donc cette année, ce qu'on a dit, c'est que on fait face à en gros un prix du baril élevé, qui va, la moyenne sur l'année est déjà au-dessus de $70. Et on a dit que tout ce qui serait au-dessus de $60, 40% serait renvoyé à nos actionnaires sous forme de rachat d'actions. Donc on va racheter, on est en train de racheter pour $1,5 milliard. Et c'est un moyen pour nous d'avoir une espèce, pas de dividende variable, c'est un moyen de faire partager les surplus de richesses que nous générons. Redistribuer la hausse du pétrole aux actionnaires. Exactement, à nos actionnaires, donc ils en profitent via les rachats d'actions. Au passage, il y en a quand même 60% qui restent dans l'entreprise, donc ils peuvent alimenter soit le désendettement en priorité, soit éventuellement des investissements si on a des bonnes opportunités. Donc on cherche cet équilibre. Mais c'est un équilibre. Vous n'allez pas faire un plan massif comme ces grands groupes américains qui ont des dizaines et des dizaines de milliards. Vous savez, aujourd'hui, non, je pense qu'on pense que c'est un outil utile pour partager des surplus de revenus. D'autant plus qu'aujourd'hui, on le fait. Pourquoi? Pour une autre raison, c'est que l'action, et j'en profite pour le dire aux auditeurs, l'action, elle n'est pas très chère, à 44 € à peu près. Et donc, c'est une bonne opportunité parce qu'investir sur une action dont les analyses disent qu'elle devrait en valoir 50, 55 €, c'est un investissement assez rentable pour nos actionnaires. Donc voilà pourquoi on rachète aussi. Je ne rachèterai pas des actions si le cours était à 60 € parce que je considérais qu'il est bon. Donc voilà. Donc j'invite tout le monde à acheter des actions pour faire monter le cours. Il y aura moins de rachats et on fera autre chose avec notre argent. On augmentera plus les dividendes. Patrick, merci pour ce tour d'horizon très vaste et très complet. Tous nos auditeurs, je vous dis, restez connectés pour la poursuite dans les jours qui viennent de Investir Day. Et puis rendez-vous, surtout ne l'oubliez pas, la semaine prochaine en physique au Palais Brongniart pour une journée aussi de rencontres avec les entreprises françaises qui investissent et qui se développent sur notre territoire. Patrick, merci. Merci beaucoup, David.